Mesdames et messieurs, bonjour. On se retrouve pour un nouveau numéro d'On se dit tout spécial activité extrascolaire. Nos enfants sont soumis à la pression de l'école, devoirs, examens, notes, d'où l'intérêt de les inscrire à une activité artistique ou sportive. Mais attention au surdosage. Et pour en parler ce matin avec nous sur le plateau, Hind Bouamar, neuropsychologue à Casablanca, bonjour. Bonjour. Et Alami Rita, psychologue clinicienne à Casablanca également, bonjour. Bonjour. On sera rejoint en deuxième partie d'émission par le docteur Jamal Sofer, il est coach sportif et nutritionniste, pour un focus spécial sur les enfants et le sport. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau d'On se dit tout. Et tout de suite, donc on y va mesdames. Est-ce que, Rita Alami, de par votre pratique, vous constatez que les parents sont conscients de l'importance ou pas des activités extrascolaires? Alors, je ne peux pas parler de tous les parents parce que psychologiquement parlant, il y a de tout. Nous avons de plus en plus, je dirais, de parents qui sont conscients de l'importance des activités extrascolaires, mais nous avons encore aussi des parents pour qui c'est quelque chose de complètement secondaire. Et ça ne l'est pas, c'est important. C'est très important pour l'épanouissement de l'enfant, comme on le verra au cours de l'émission. C'est quelque chose qui est même, je dirais, indispensable aujourd'hui. Alors, Hind Bouamar, vous êtes neuropsychologue. Quelle est l'importance, de par votre spécialité, des activités extrascolaires? Alors, les activités extrascolaires, comme l'a dit Madame Alami Rita, sont vraiment importantes pour le développement de l'enfant. Ça va lui permettre de développer un certain nombre de capacités cognitives, comme la mémoire, par exemple avec des cours de chant, comme les capacités de concentration, avec parfois du sport. Donc vraiment, les activités extrascolaires permettent à l'enfant de s'épanouir de manière générale, mais vraiment aussi de développer un certain nombre de fonctions cognitives qui vont lui servir dans sa scolarité, de manière générale, dans sa vie. Alors justement, est-ce qu'on choisit des activités extrascolaires selon l'âge de l'enfant? Vous parlez de développer certaines compétences. Est-ce que l'âge de l'enfant est important? À partir de quel âge, Hind Bouamar, on peut initier les enfants à certaines activités? On verra lesquelles, mais à partir de quel âge déjà? Alors c'est vrai que c'est très important quand même l'âge est quand même, faut pas commencer n'importe quelle activité à n'importe quel âge parce que justement il y a des capacités de concentration que peut-être des enfants de 4-5 ans n'auront pas. Il y aura aussi des capacités en termes de psychomotricité, donc il faut vraiment adapter les activités en fonction de l'âge de l'enfant parce que si on démarre quelque chose trop tôt, on risque aussi de le mettre en situation d'échec. Ça peut être perçu comme ça par l'enfant? Tout à fait. Alors justement, Rita Alami, un enfant, aujourd'hui on voit des activités pour même les tout petits, 3 ans limite, on nous vend déjà des activités exceptionnelles pour les enfants, mais concrètement, un enfant est capable d'adhérer à une activité à partir de quel âge? Alors exact. Alors à mon sens, l'enfant peut démarrer les activités extrascolaires à partir de l'âge de 4 ans. Seulement, entre l'âge de 4 et 5 ans, c'est vraiment de l'initiation. Ce que beaucoup de parents ne comprennent pas aujourd'hui, c'est que déjà, à l'âge de 4 ans, on inscrit l'enfant dans 1, 2, si ce n'est pas 3 activités, oui. Et on le met tout de suite en mode compétition. Absolument. Donc à 4-5 ans, c'est vraiment de l'initiation aux activités. Quand c'est des activités sportives, il faudrait que le corps puisse être suffisamment, j'allais dire, prêt, mature pour ce genre d'activité. À partir de l'âge de 5-6 ans, là, l'enfant peut être inscrit par choix à une seule activité, si c'est quelque chose qui lui plaît. À partir de l'âge de 7-8 ans, effectivement, l'enfant peut adhérer à 1 ou 2, au maximum, j'allais dire 3 activités, s'il a vraiment les capacités corporelles, cognitives, le temps, etc., pour pouvoir être dans la continuité. En fait. Mais jusqu'à 3 activités, est-ce que c'est pas trop pour les enfants? Par exemple, quand on voit le rythme de la journée, c'est déjà réveil très tôt pour aller à l'école, pour beaucoup journée continue, et ensuite ces activités viennent se greffer à la fin de la journée. Est-ce qu'aujourd'hui on se retrouve pas avec des enfants surchargés, surstimulés très tôt? Alors oui, vous avez raison. En fait, ce qui est conseillé aujourd'hui, c'est 1 à maximum 2 activités. Maintenant, encore une fois, on a des enfants qui sont, j'allais dire, différents des autres, des enfants à haut potentiel, des enfants hyperactifs, des enfants, j'allais dire, différents, qui ont besoin de canaliser leur énergie, qui ont ce besoin de, j'allais dire, de meubler leur temps et pour qui 2 activités ne sont pas suffisantes. Mais statistiquement parlant, on a plus de 90% des enfants qui sont entre 1 et maximum 2 activités. Alors, Hind Bouamar,
Moi, vous pourrez me dire non, mais vous savez, il vaut mieux qu'il soit dans une activité plutôt que devant la télé. Ça c'est sûr, mais là, je voudrais juste rebondir rapidement. C'est le plus important, ce n'est pas le nombre d'heures ou le nombre d'activités, c'est surtout comment l'enfant va gérer et comment il va vivre en fait ses activités. C'est-à-dire, si on a un enfant qui fait 10 heures de sport par semaine avec le sourire et il est content, ben là il n'y a pas de souci à se faire. Mais si on a un enfant qui en fait 3 et qui développe des troubles comme des troubles de l'anxiété, des troubles du sommeil, là il faut réagir. c'est possible ça? Vous avez vu ça dans votre cabinet? On a effectivement des enfants qui sont un peu surchargés, qui ont vraiment des emplois du temps, parfois vraiment de ministres. Moi, je vois dans mon cabinet où c'est vraiment compliqué de trouver du temps libre pour faire une activité ou pour faire autre chose. Donc vraiment, il y a des enfants qui sont vraiment surchargés. Donc en fait, quand vous faites le diagnostic, vous comprenez que c'est l'emploi du temps déjà de l'école auquel on a greffé d'autres activités et donc ça fait trop pour l'enfant, c'est bien ça? En fait, les parents, ils veulent inscrire leur enfant dans le maximum d'activités pour qu'ils puissent, pour acquérir le maximum de connaissances et de compétences. Sauf qu'il vaut mieux quand même faire peu de choses, mais de bien les faire plutôt que d'en faire beaucoup et de ne pas forcément les faire bien ou d'être fatigué à la fin de la semaine. Absolument. Voilà. Alors, Rita Alami, justement, Hind Bouama, vous le disiez à l'instant, il faut que les parents comprennent. Donc, est-ce que les parents, comment est-ce qu'ils perçoivent les activités extrascolaires? Est-ce que c'est supposé être un moment de plaisir ou bien pour vous, les parents, aujourd'hui, interprètent ça comme une continuité de l'école, c'est-à-dire une continuité de rendement, de résultats, ce genre de choses? Alors, on a quelques parents pour qui les activités extrascolaires sont carrément une obligation et que ça suit l'école, il faut qu'il y ait du résultat, il faut pouvoir avancer et avancer vite, il faut des notes à la fin de l'année. C'est vraiment un esprit de compétition qui démarre au mois de septembre et c'est très très pesant pour l'enfant et l'adolescent aussi. Et on a d'autres parents pour qui, effectivement, c'est quelque chose qui va permettre à l'enfant de se détendre, d'être en dehors du stress de la scolarité. Mais malheureusement, pour parler concret et pratique, je vois de plus en plus dans mon cabinet des parents pour qui les activités extrascolaires sont quelque chose d'extrêmement important. Il faut absolument que l'enfant en fasse 2 ou 3. Alors une activité sportive, une activité artistique, et maintenant on a la mode des activités zen, enfin tout ce qui est yoga, yoga, mindfulness, etc. Ouais. Donc on a des enfants qui sont extrêmement surchargés. Et ce qui est d'ailleurs amusant, c'est qu'on a des petits, toutes les deux, on reçoit des petits qui ont 6 ans. Et des gens en thérapie vous disent j'en ai marre, je suis fatiguée, je commence l'école de 7 heures du matin, je dois prendre des cours le soir, etc. etc. C'est-à-dire que très tôt aujourd'hui, l'enfant, il exprime cette impuissance parce que c'est les parents qui décident et voilà, et ça finit des fois, on a même des dépressions. Pour chez les enfants, tout petits. Oui, chez les tout petits. Moi, j'ai pas mal de patients qui sont en dépression parce qu'ils sont dans la compétition. On les a mis dans des cours de tennis, ils ont des entraînements tous les jours de la semaine. Donc, ils doivent être non seulement performants à l'école, mais aussi en dehors de l'école. Et finalement, c'est les deux. C'est le stress scolaire et c'est le stress dans l'activité extrascolaire. Et donc ça va jusqu'au point de donner chez ces tout petits des dépressions. Alors, je dirais même plus que des dépressions. On a des dépressions, on a aussi beaucoup de TOC, des troubles obsessionnels compulsifs. On a des jeunes qui vont se mettre à se laver les mains 100 fois par jour, à nettoyer leur chambre 50 fois par jour. Ils deviennent extrêmement maniaques et ils peuvent rentrer dans la maladie, et ce qui est dommage. Et en creusant, en fait, vous tombez sur une des raisons, on va dire, c'est justement ce programme surchargé, cette pression qu'on met sur l'enfant. Alors, pour faire les choses, ou commencer par le commencement, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, très souvent, quand on nous adresse un enfant en thérapie ou un adolescent, la demande, elle vient souvent du cadre scolaire, c'est-à-dire, les notes ne sont pas suffisamment bonnes. C'est la sonnette d'alarme. C'est la sonnette d'alarme. L'enfant est intelligent, mais les notes ne suivent pas. Ça commence par ça. Donc, le parent vient nous voir avec une demande très souvent qui n'est pas celle de la dépression, parce qu'elle passe souvent en mode silencieux, c'est inaperçu, mais on vient nous voir parce que les notes au niveau scolaire ne suivent pas. À partir de là, nous, quand il y a des difficultés et des troubles scolaires, la première des choses qu'on fait, c'est ce qu'on appelle un bilan neuropsychologique et psychoaffectif, donc un ensemble de tests, un test de QI, des tests sur la mémoire visuelle, la mémoire auditive, la mémoire de travail, des tests surtout attentionnels, ce que le commun appelle la concentration,
l'attention sélective, soutenue, partagée, divisée. On va essayer de voir effectivement, est-ce que cet enfant, il a réellement des difficultés à l'école ou est-ce que c'est quelque chose qui est symptomatique d'autre chose. Et là, très souvent, dans la deuxième partie, dans le psycho-affectif, on va atterrir dans un enfant qui est fatigué, épuisé, surmené Donc en fait, on se retrouve avec l'inverse du résultat escompté. Initialement, les parents voulaient inscrire l'enfant pour justement développer certaines capacités et on se retrouve avec un enfant complètement épuisé. Pourquoi concrètement l'enfant, justement, on va dire les neurones de l'enfant fatiguent à ce point? Parce qu'il y a saturation, que ce soit d'ailleurs chez un enfant ou chez un adulte. Quand on en fait trop, on fatigue. Le corps et l'esprit aussi a besoin de se reposer. Il y a un besoin de moments de repos où on ne fait rien. C'est important aussi, là aussi, je pense qu'on peut rester des heures et des heures sur ce sujet-là. C'est important aussi de ne rien faire. Moi, il m'est arrivé, il y a pas très longtemps d'ailleurs, j'ai reçu une maman qui justement, ça a été pour elle la sonnette d'alarme, où elle m'explique que pour son anniversaire, elle demande à son enfant qu'est-ce qu'il veut, et il lui fait, je veux un samedi ou un mercredi après-midi à ne rien faire. D'accord. Et l'enfant à quel âge? L'enfant, il avait 7 ans. Et en fait, justement, en discutant avec la maman, on s'est rendu compte qu'entre l'école, les activités extrascolaires, parce qu'aussi les parents aussi, comme ils travaillent souvent la semaine, les activités prennent aussi le rôle d'un peu de nounou, surtout pendant les vacances. Moi, il m'arrive de recevoir en rééducation des enfants pendant les vacances, là l'été, ils venaient complètement fatigués, je leur demande pourquoi tu es fatigué? Il me dit, j'étais toute la journée au centre de loisirs. Ah, mais ça t'a plu? Oui, mais c'est fatigant. Donc, vraiment, là, vraiment, ce qui est important, je pense, c'est un message quand même assez important à faire passer, il faut être à l'écoute de l'enfant. Voilà. On a l'impression, en fait, que les enfants, c'est un puits d'énergie, et on peut puiser, ça ne s'arrête pas, ça ne se finit pas. C'est pas du tout la réalité. C'est des enfants c'est des êtres humains qui ont besoin de se reposer. Donc absolument. Il faut qu'il y ait des moments de repos pour aussi développer beaucoup de cognition. En se reposant, l'enfant va développer sa créativité, il va développer son langage aussi, son raisonnement, parce qu'il doit s'occuper. Si on est constamment à charger son programme, à un moment, même son autonomie peut diminuer parce qu'il est toujours sous la vigilance d'un adulte ou de plusieurs adultes. Alors, on va revenir aux activités extrascolaires. Comment on les choisit, Rita Alami? Est-ce qu'on les choisit en concertation avec l'enfant? En même temps, on se dit un enfant, finalement, il ne maîtrise pas très bien ce qui se passe autour de lui. Donc, en tant que parent, je peux l'initier. C'est mon rôle de l'amener vers les nouvelles choses, des choses à découvrir. Comment on choisit, comment on initie un enfant? Alors, en pratique, c'est différent de ce qui devrait être fait. Donc, je répondrai plus à la deuxième partie de votre question. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on devrait faire en tant que parent en termes de choix de l'activité extrascolaire? Alors, normalement, pour les enfants, dans l'âge du primaire, je dirais avant l'âge de 11-12 ans, l'enfant, très souvent, il va choisir une activité sportive ou artistique par identification à un copain, au grand frère, à papa, à maman, et en fait, il est quelque part dans l'imitation, il veut découvrir, et donc c'est le choix de l'enfant. Maintenant, très souvent... c'est le choix de l'enfant, donc est-ce que c'est aux parents d'amener l'enfant vers une activité ou il faut laisser l'enfant choisir de lui-même? Alors, c'est un accompagnement, c'est-à-dire que, idéalement parlant, le parent doit pouvoir faire découvrir à l'enfant plusieurs activités. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a des cours d'essai, ce qui est quand même positif. On offre 1 à 2 cours d'essai dans la plupart des écoles aujourd'hui. Et pour le parent, ça peut être bien d'amener l'enfant faire 1, 2, 3 cours pour avoir ne serait-ce qu'une idée de ce que c'est, parce que des fois, on a des enfants qui vous disent « je veux faire du karaté ». Oui. Mais après, l'enfant, il ne sait pas ce que c'est que le karaté. Pour lui, le karaté, c'est ce qu'il voit dans les dessins animés. Et voilà, donc l'intérêt aujourd'hui, pour répondre à votre question, c'est vraiment d'accompagner l'enfant dans un centre idéalement multisport, par exemple, si on est dans le sportif ou multi-artistique, lui faire un peu découvrir, ne serait-ce qu'en visite. Ça, c'est un cours, par exemple, j'en sais rien, de basket, ça s'appelle du tennis, etc. De lui faire un peu découvrir tout ça, tout ce champ sportif. Pareil pour le champ artistique, et lui demander de faire un choix. C'est vrai que si l'enfant a 4 ans, c'est toujours un peu compliqué. Je l'ai dit au début, c'est plus de l'initiation. À partir de l'âge... C'est quand même trop petit, 4 ans. C'est très petit, c'est de l'initiation. C'est vraiment, c'est pas plus que ça. Mais à partir... Est-ce que c'est important, pardon de vous interrompre, mais est-ce que c'est important une initiation à 4 ans? C'est-à-dire qu'on n'en entendait pas parler il y a 10 ans. Initier un enfant à 4 ans,
ça ne faisait pas partie du quotidien des familles. En 2016, enfin depuis quelques années, on en entend parler, et vous nous l'avez dit en début d'émission, aujourd'hui on initie même les enfants au yoga, ce genre de pratiques très très petits. Est-ce qu'on n'en fait pas trop, Hind Bouamar? Je pense, on n'en fait pas trop, peut-être pas à ce point-là, mais les parents ont aussi ce besoin. Parfois, certains parents qui travaillent encore une fois toute la semaine vont parfois aussi un peu culpabiliser de ne pas être avec l'enfant toute la semaine. Et donc, au lieu de le laisser à la maison à ne rien faire, on va vouloir plutôt l'inscrire dans différentes activités en pensant justement qu'avec toutes ces activités, il va pouvoir développer le maximum de connaissances et de compétences. C'est vrai, mais voilà, il faut... Comme dans toute chose, il ne faut pas non plus tomber dans l'excès. Et pas tomber dans l'excès de la culpabilité non plus. Exact, j'allais à peine vous en parler, parce qu'aujourd'hui, une maman qui travaille, c'est une maman qui inconsciemment est dans la culpabilité de laisser l'enfant à la maison. Alors tout de suite, j'allais dire par compensation ou un peu par réparation de cette blessure, très souvent la maman va essayer de remplir le temps de l'enfant, pour qu'il ne reste pas à la maison tout seul ou avec la personne qui s'en occupe. Mais le souci, c'est que souvent, les mamans, elles en font trop. Elles veulent tellement bien faire qu'elles en font trop. Et après, on a des enfants qui sont fatigués. Qui sont fatigués, absolument. On va revenir au choix des activités extrascolaires. Est-ce que, pour vous, en tant que spécialiste, selon le profil de l'enfant, il faudrait l'orienter vers tel type d'activité ou tel autre type? Par exemple, un enfant, on va dire, qui est en activité constante. Un enfant actif, sans parler d'hyperactivité parce que ça c'est autre chose, mais un enfant qui bouge beaucoup. Pour vous, en tant que neuropsychologue, vers quel type d'activité il faut l'orienter? Alors, c'est sûr qu'il vaut mieux quand même choisir une activité, surtout sportive aussi, en fonction aussi du tempérament de l'enfant, ou de manière générale, une activité en fonction de son tempérament et de ses capacités. Un enfant timide, par exemple, c'est quand même recommandé plutôt de lui proposer des activités, par exemple des sports collectifs, où justement il ne sera pas seul sur le devant de la scène, il y aura toute une équipe derrière lui, ou carrément parfois même des sports de combat qui vont lui permettre de vaincre sa timidité. Donc vraiment, ça peut être, c'est pas une règle absolue, il n'y a pas de règle absolue dans ce sujet-là, mais vraiment ça peut être intéressant justement de choisir une activité en fonction du tempérament de l'enfant. Si on a un enfant, voilà, on va dire un peu turbulent, on va plutôt lui proposer des activités sportives, mais là aussi sans tomber dans l'excès, parce que justement on a l'impression que plus il va faire d'activités, plus il va se dépenser. C'est vrai ou faux? C'est vrai et faux, parce que vraiment là aussi, encore une fois, il faut vraiment être à l'écoute de l'enfant. Si l'enfant arrive à faire 1 heure de sport par jour et que le soir en rentrant, il est tout à fait content et heureux et qu'il n'y a pas de signe de fatigue, alors à ce moment-là, il n'y a pas on continue sur ce rythme-là. Mais là encore, si c'est un enfant qui se fatigue, dans ces cas-là, il faut diminuer. Vraiment, le plus important, c'est l'écoute. Parce qu'on a beaucoup de parents qui nous disent, moi, par exemple, mon enfant bouge beaucoup, donc il faut absolument qu'il se dépense. J'ai besoin de l'emmener courir, de faire des sports de combat, sinon c'est à la maison qu'il se déchaîne. Alors, ce type d'enfant, qu'est-ce qu'on peut conseiller aux parents ? Alors, déjà, beaucoup de parents nous disent l'enfant bouge beaucoup. Oui. Alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on ne va pas parler d'hyperactivité, mais on parle d'activité motrice, c'est-à-dire on a des enfants qui bougent. Après, il faut peut-être pouvoir entrer dans le détail, parce que quand on demande aux parents, c'est quoi pour vous, votre enfant bouge beaucoup, expliquez-moi. Elle vous dit, quand il rentre le soir, il bouge, il court dans toute la maison, etc. Mais durant l'année scolaire, l'enfant de 6 ans, 7 ans, 8 ans, il a passé 8 heures sur une chaise. L'être humain n'est pas fait pour être posé sur une chaise pendant 8 heures. Donc c'est tout à fait normal qu'en fin de journée, l'enfant est fatigué, il a besoin de bouger. Ouais. Donc là, on n'est pas du tout dans de l'hyperactivité, on est dans un enfant normal qui est en train de développer sa créativité, son intelligence, ses capacités psychomotrices, etc. et qui est en train finalement de se développer. Donc on n'est pas dans l'activité. Mais toujours est-il, avec un enfant actif et ou hyperactif, d'abord, il faut proposer à l'enfant 2-3 choix différents. Déjà, on ne lui impose pas, tu es hyperactif, donc tout de suite, on va te mettre là-dedans. Quand vous dites hyperactif, c'est l'hyperactivité, le syndrome, ou l'hyperactivité trop bouger? Je dirais les deux. Les deux. Je vais du principe que pour les deux, et pour tous les enfants en général, on n'impose pas une activité extrascolaire. Pourquoi? Parce que déjà, l'enfant, l'école est imposée.
L'enfant n'a pas le choix. Il part à l'école par obligation. Il doit apprendre ses cours par obligation. Donc déjà pour lui, il a les 70% de sa journée qui par passe obligation. dans un endroit par obligation. Alors voilà, alors au vrai. moins, il faudrait que l'activité extrascolaire soit quelque chose que lui, il a choisi et surtout un endroit où il s'épanouit. Absolument. Mais justement, à vous entendre parler, on a l'impression qu'en fait, on ne tolère plus que nos enfants bougent comme des enfants, en fait. On a besoin de canaliser constamment, c'est un peu ça que vous constatez dans votre cabinet, toutes les deux, Hind Bouamar? Complètement. Des fois, on reçoit des parents avec des enfants de 4-5 ans. Mon enfant bouge beaucoup. Ben oui, c'est comme ça qu'ils découvrent le monde aussi. C'est en touchant à tout. Donc après, c'est aux parents aussi en tant qu'adultes de parfois aussi canaliser et remettre quelques règles. Mais c'est normal qu'un enfant, comme elle l'a dit Rita, qui passe toute la journée à l'école, assis, de se dépenser en fin de journée. Le théâtre, est-ce que c'est une activité pour les enfants timides? On m'a chargé de poser la question aux spécialistes. On revient à vous, Rita Alami. Alors, mais je ne dirais pas que c'est une activité pour les enfants timides. Conseillé. Mais je dirais que c'est une activité d'abord qui convient à tous les enfants. D'accord. Mais effectivement, ça convient encore plus aux enfants qui sont soit timides, soit au contraire des enfants qui sont beaucoup dans l'expression, des enfants qui parlent beaucoup, qui sont logoréiques. Et ces enfants-là, finalement, le théâtre permet un petit peu de canaliser leur énergie, leur pulsion, et ça leur convient. Donc ça convient vraiment à tous les deux, aux enfants timides. En deuxième partie d'émission, on recevra un spécialiste du sport, c'est Dr Jamal Sofer, il est coach sportif et nutritionniste. On fera vraiment un focus pour les activités sportives pour les enfants. On parlera de l'importance du respect de la structure osseuse des enfants, de leur squelette. Mais avant de finir, qu'est-ce qu'on fait avec un enfant qui change constamment d'avis? On tolère jusqu'à quand, Rita Alami? Alors, il est important d'abord de se poser la question, pourquoi mon enfant change d'avis? Parce que finalement, c'est à partir de la réponse qu'on peut savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, souvent, on critique en tant que parent. Quand l'enfant change d'avis, on est critique. Alors déjà, pour moi, personnellement, ce n'est pas de l'impulsivité, mais c'est souvent un signe de maturité. Parce que l'enfant, par exemple, qui s'était identifié, j'en sais rien moi, un footballeur, il est en train de grandir, il va s'identifier à un chanteur et maintenant il veut prendre des cours de chant. Donc un enfant jusqu'à l'âge de 12-13 ans, il est tout à fait normal puisqu'il est dans la découverte, il est en train de développer des capacités, et bien il a envie de découvrir plusieurs activités et en général, à la fin de chaque année, si c'est pas au milieu de l'année, il a déjà envie de découvrir autre chose. Donc c'est quelque chose qui est, j'allais dire, normal. Maintenant, il faut aussi avoir un minimum d'attention et d'essayer d'observer l'enfant, de se poser les bonnes questions. Pourquoi cet enfant veut arrêter? Surtout quand c'est au milieu de l'année ou quand c'est au tout début. Est-ce que cet enfant n'a pas un emploi du temps surchargé? Est-ce qu'il n'est pas fatigué et épuisé? Est-ce que là où il est inscrit, il n'y a pas trop d'esprit de compétition? Est-ce qu'il n'est pas trop dans la pression? Est-ce que le courant, le transfert passe avec son enseignant? Moi, j'ai vu beaucoup de petites filles chez moi en thérapie qui ont arrêté la danse alors qu'elles adoraient parce qu'ils avaient un ou une enseignante extrêmement sévère qui leur a fait détester l'activité. Donc il y a aussi cet aspect relationnel qui est à prendre en compte. Il y a aussi, j'allais dire, le trajet. J'ai des enfants qui me disent, moi quand j'arrive à l'activité, je suis déjà fatiguée parce qu'ils traversent la moitié de la ville. Idéalement, ça serait bien de pouvoir choisir une activité pas très loin de chez soi. Alors moi je suis un petit peu intriguée par tout ce que vous me dites depuis le début de l'émission parce qu'on parle beaucoup de thérapie et en fait, le sujet d'aujourd'hui, c'est les activités extrascolaires et on a l'impression que ces activités extrascolaires sont source de beaucoup de problèmes chez beaucoup d'enfants. Ça fait mal au cœur de se dire que finalement, en tant que parents, on a envie du mieux et du meilleur pour nos enfants et parfois on tombe dans certains pièges. Aujourd'hui, il y a vraiment une culture un peu du zapping. On va essayer beaucoup de choses, on va vouloir faire beaucoup de choses pour un peu gonfler, on va dire, un CV, bon, même si ce sont des enfants. Absolument. Parce que plus on va faire de choses, plus on aura de connaissances. C'est pas forcément le cas. Et puis le plus important, encore une fois, c'est pas de tout faire. Il vaut mieux faire une ou deux choses correctement. Et puis plus tard, puis surtout, il faut pas oublier, je voudrais revenir aussi, pas oublier qu'un enfant, c'est un être c'est pas un être stable, c'est un être en évolution. Donc c'est normal aussi que ses envies évoluent. Plus important, c'est vraiment juste de lui expliquer avant de commencer une activité que ça peut prendre du temps. Absolument. Par exemple, apprendre du piano, on n'apprend pas à faire du piano en une semaine. Il y a les cours de solfège, il y a toutes les heures où il va devoir répéter de son instrument. Donc voilà, il faut expliquer à l'enfant que ça va prendre du temps. Et j'estime quand même qu'à partir de 6 ans,
Un enfant qui commence une activité, ben, il doit s'y tenir jusqu'à la fin de l'année. Puis après, ben, c'est important pour vous en tant que neuropsychologue? Ben oui, ça donne aussi le goût de l'effort aujourd'hui. Je pense que Rita sera d'accord avec moi. On voit beaucoup d'enfants aujourd'hui qui ont une intolérance à la frustration. Dès qu'ils n'arrivent pas à faire quelque chose, ben ils zappent et ils passent à autre chose. Et donc, justement, il n'y a plus ce goût de l'effort, il n'y a plus cette capacité à attendre, à patienter. Et donc, on en arrive parfois à des enfants impulsifs, à des enfants qui ne supportent pas l'attente. Et on peut en arriver à ce qu'on appelle des enfants rois aujourd'hui. Ça, c'est un autre sujet. Mais c'est vrai, comment amener l'enfant à découvrir le goût de l'effort, on va en parler juste après. On marque une pause et on revient. On aura avec nous Dr Jamal Tawfiq, il est coach sportif et nutritionniste. À tout de suite. On reste ensemble sur Média TV. Et on reprend notre deuxième partie d'On se dit tout ce matin, spéciale activité extrascolaire. Il nous a rejoint sur le plateau, c'est le docteur Jamal Tawfiq, coach sportif et nutritionniste. Merci beaucoup d'être avec nous. Je rappelle le tour de table, c'est avec nous également Hind Bouamar, neuropsychologue, et Alami Rita, psychologue clinicienne à Casablanca. Merci beaucoup pour votre présence avec nous sur le plateau d'On se dit tout. Alors, docteur Jamal Tawfiq, le sujet, ce sont bien sûr les activités extrascolaires. Nous avons parlé du sujet avec nos deux psychologues. Avec vous, justement, un focus sur le sport. Alors, beaucoup de parents pensent que le sport est très important pour le développement de leurs enfants et souvent inscrivent leurs enfants dans des activités sportives. Sauf que ces activités sont relativement limitées. Alors, on parle de tennis, de foot, surtout pour les garçons, de karaté, judo, danse pour les filles, basket. Voilà, on tourne un petit peu autour de ça. Avant de revenir sur d'autres sports, conseiller aux parents, pourquoi opter pour le sport et faut-il choisir un sport pour son enfant? Bien, alors, pour répondre à votre première question, pourquoi choisir le sport? Parce que le sport aide l'enfant dans son évolution à plusieurs niveaux. Un, le niveau physique. Il permet une croissance qui est harmonieuse, que ce soit sur le niveau osseux que sur le niveau musculaire, parce que vous savez, quand on grandit, il y a un certain étirement de l'os et le muscle doit suivre. Donc un muscle qui est plus fluide, qui est plus souple, va suivre tout à fait normalement, de manière très simple. Ça, c'est un. Deux, et ça, c'est pas naturel, c'est pas un processus normal et naturel du corps? Exact, il faut l'encourager par le sport? Exact. On va un peu l'accentuer et on va rentrer plus dans le détail de l'harmonie chez l'enfant par la suite. Et c'est ça, à mon sens, qui est important. Alors, comme il y a le côté physique, il y a le côté surtout aussi de valeur. C'est-à-dire, grâce au sport, on va pouvoir mettre l'enfant dans un système de valeurs. Le système de valeurs que nous allons retrouver dans la plupart des sports, si ce n'est dans tous les sports. Assiduité, persévérance, force mentale, force physique. Ce système va permettre à l'enfant de se développer par la suite, quand il sera grand, quand il sera l'homme de demain, et donc va pouvoir lui mettre, ou plutôt le mettre, dans des conditions qui seront plus faciles à vivre. Hommes et femmes de demain. Hommes et femmes de demain. Alors quand je dis homme, c'est homme avec grand H. Voilà, je m'attrape. Alors, docteur Jamal Tawfiq, à partir de quel âge inscrire l'enfant dans un sport? Très bien. Alors, la moyenne d'âge, c'est 7 ans, 6-7 ans. D'accord. Parfois, avec cette tendance, je dirais, de mode, on peut inscrire avant 7 ans, mais dans certaines conditions très bien précises. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les baby sports, baby nageurs, Vous êtes etc. pour ou pas en tant que professionnel? Je suis pour, mais à condition. Vous savez, le maximum de croissance chez l'enfant se fait entre 0 et 4 ans. Et donc, la célérité, c'est-à-dire la vitesse de croissance. Donc, il faut rester très vigilant par rapport au risque, pas de blessure, mais juste de pression, de tension sur la croissance de l'enfant. C'est pour ça que quand on parle de baby nageur, c'est vrai que bon, ça commence à se développer de par le monde, mais il y a certaines conditions. Par exemple, quand on met quelqu'un ou un enfant dans le système baby nageur, baby sport de manière générale, le nombre de moniteurs ou le nombre d'accompagnateurs, il doit se mettre dans une limite, dans une norme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour chaque enfant, un accompagnateur. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de baby sport, par exemple, alors qu'on a 1 ou 2 accompagnateurs par rapport à une dizaine Non, ça commence à devenir un petit peu, ça risque de devenir un petit peu pas bénéfique pour l'enfant. Sinon, à partir de 7 ans, l'enfant, il est là, toujours dans l'activité ludique, hein, on le met dans un sport, et puis par la suite, en tant que parent, en tant qu'éducateur, on le suit par rapport à un certain nombre d'objectifs. Donc pas de sport, on va dire, de vrai sport avant 7 ans?
Moi, je peux dire, avant 6-7 ans, il faut rester vigilant. Il faut rester vigilant. C'est vrai que l'enfant, avant 5 ans, il peut développer un certain nombre de réflexes, qui, à mon sens, est très important, mais les conditions, ils sont là. En tant que parents, ces conditions nous sont imposées pour qu'on puisse voir notre enfant grandir, se développer de manière très harmonieuse, très correcte et très... D'accord. Alors, on va prendre un petit peu le cas de notre environnement à nous. On sait vraiment quelles sont les structures qui sont disponibles. Qu'est-ce que vous conseillez comme sport à partir de 6-7 ans, comme vous l'avez dit? C'est-à-dire, on voit qu'il y a du tennis, du foot, de la natation, de la danse, du karaté. Quel est pour vous le meilleur sport avec la condition physique de l'enfant de 6-7 ans? Alors, moi, je dirais toujours que le meilleur sport, c'est celui qui sera apprécié par l'enfant. C'est celui qui va permettre à l'enfant de progresser, de se sentir bien et d'avoir ce goût, ce plaisir de rester accroché à son sport. Parce que finalement, pratiquement tous les sports, ils sont là pour nous aider, comme je viens de dire, côté croissance, côté développement personnalité, côté équilibre, côté... Tous les sports, ils font ça. Maintenant, le plus important, c'est comment cet enfant va réagir par rapport à ce sport-là. Mais justement, on se posait la question tout à l'heure, je posais la question aux spécialistes, comment un enfant de 6-7 ans va pouvoir, dès le départ, savoir ce qu'il veut? Est-ce que pour vous, c'est possible ou pas? C'est possible. C'est possible dans une certaine mesure. Comment? Laquelle? Regardez, le terme ou la phrase qui dit que comment choisir un sport pour un enfant n'est pas très correcte. Moi, je préfère dire comment aider mon enfant à choisir son sport. Encore mieux, comment accompagner mon enfant pour choisir son sport. Parce que c'est une sorte d'accompagnement. Là, je vais profiter de l'occasion pour dire que le fait d'accompagner mon enfant, sans le vouloir, je suis en train de le coacher. Je suis en train de m'approcher de lui et de le ramener vers moi. Donc, c'est une sorte de comprendre et de pouvoir comprendre mon enfant par la suite, juste sur le côté corporel, sur comment il va manifester sa joie, comment il va manifester son mécontentement, et ainsi de suite. Imaginez maintenant, si vous permettez... Mais si vous permettez, encore faut-il avoir les capacités de le faire en tant que parent. Comment on va coacher son enfant? Et je vais rajouter peut-être un petit truc. Souvent, ce qu'on fait en tant que parent, c'est qu'on dépose l'enfant au niveau de l'activité et on part. Donc, on ne reste pas pour développer ce type de compétences que vous recommandez, docteur Jamal Sofer. C'est le temps de changer. Ben oui, et moi je m'adresse directement aux parents. C'est le temps de changer parce que le meilleur investissement qu'un papa ou une maman peut faire, c'est l'investissement de ses enfants. Donc je pense que c'est important. Quand moi je vais dire à mon enfant, on parle même à 6 ans, même à 6 ans, parce que je vois comment il réagit par rapport, je vois déjà sa manière de s'exprimer de manière corporelle. Imaginez maintenant que je vais dire, bon, je vais voir est-ce qu'il va accrocher au basket, aux arts martiaux. Ben, il faut que j'investisse aussi de mon temps. Il faut que je le prenne et je l'emmène à un club de sport qui fait du basket, du karaté ou autre. Et là, je suis là à le surveiller, comment il va se manifester. Vous savez, on peut lire dans le visage d'un enfant, on peut lire dans l'expression faciale d'un enfant, on peut lire dans les yeux d'un enfant quand il est impressionné, quand il est accroché, quand il veut faire pareil. Et puis par la suite, on peut voir aussi quand il est là, à ne pas être intéressé. Et c'est comme ça qu'on peut commencer à faire des séances d'essai. Alors, mesdames, est-ce que c'est un petit peu ce qui explique qu'un enfant décroche? On va revenir, on en parlait juste avant la pause, Rita Alami. Un enfant qui décroche souvent de ses activités, est-ce que c'est l'une des explications selon vous? Alors, je suis entièrement d'accord avec le fait il est temps de changer. Oui. Pourquoi? Parce qu'effectivement, comme il le dit, il y a beaucoup d'enfants qui vont décrocher. Et nous, en tant que parents, on ne saura pas forcément pourquoi. Par contre, quand on accompagne l'enfant, on l'observe. Et on va voir ce qui est dit et ce qui est de l'ordre du non-dit. Beaucoup d'enfants vont dire « je n'aime pas cette activité », pas parce qu'ils n'aiment pas tel sport ou tel sport, mais tout simplement parce que leur personnalité ne leur permet pas aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, de s'adapter au reste du groupe. On a des enfants, par exemple, moi j'ai vu des enfants dans des cours de foot pour petits, enfin de 6 ans, décrocher complètement, tout simplement parce que quand ils rataient la balle, les autres enfants se mettaient à insulter, il y avait des petites bagarres, etc. Oui. Alors les enfants qui sont timides, qui sont
un petit peu introvertis se retrouvent très difficilement dans cet effet de groupe. Donc il a raison, accompagner l'enfant aujourd'hui, c'est d'abord la priorité et surtout l'étape vers la réussite aussi. Absolument, mais ce qu'on disait au tout début, c'est que souvent les parents, de par un manque de temps, culpabilisent, investissent dans les activités extrascolaires pensant meubler, remplir le temps de l'enfant. Or, on peut se retrouver avec des failles. Hind Bouamad. Moi, je vais peut-être aller un peu aller dans un sens opposé. Je trouve qu'aussi des fois, c'est quand même important que l'enfant ait une activité extrascolaire et donc éventuellement le sport, aussi en dehors de tout cadre familial, de tout cadre scolaire. Parce que l'enfant a aussi besoin d'agir librement sans qu'il y ait une pression, que ce soit parentale ou scolaire, ou en tout cas ressentie comme telle par l'enfant. Donc c'est aussi effectivement, il est temps de changer, que les parents soient aussi un peu, qu'ils accompagnent les enfants, mais il faut aussi que les enfants aient des moments de libre et des moments de liberté où ils puissent agir et surtout développer leurs propres ressources et aussi connaître le monde aussi avec leurs propres moyens et non pas sous la vigilance d'un parent ou d'un prof à l'école. C'est peut-être, ça dépend aussi du profil des enfants. Il y a des enfants qui ont besoin un petit peu de cette soupape respirée et d'autres qui ont besoin au contraire du regard protecteur des parents. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors en fait, je dirais ça dépend plus des parents. Parce qu'il y a des parents qui sont là à mettre la pression tout le temps, donc ils vont accompagner l'enfant dans le cours de sport par exemple, mais ils ne les surveillent pas, ils leur mettent de la pression. Et j'en ai vu de très près, moi-même j'amène mes enfants et je vois le comportement des parents. Alors c'est même plus des cours de sport, c'est carrément l'école. Et donc, Hind Bouamad a entièrement raison, parce que là, c'est une pression de plus pour l'enfant et ça devient désagréable, ce qui explique qu'effectivement, comme vous dites, que l'enfant puisse décrocher. Là, la précision que je voudrais rajouter, moi, quand je parle d'accompagnement, alors c'est surtout au début de l'année, c'est finalement un peu une année scolaire, quelque part, c'est au début, c'est-à-dire, voilà, au début de la saison, c'est-à-dire le temps que l'enfant se fasse des amis, qu'il se sociabilise, qu'il s'adapte à son environnement, et voilà, et puis après, il n'y a pas de souci, Mais comment on peut ouvrir un petit peu la porte de la discussion avec l'enfant sans lui donner l'impression qu'on le surveille, mais lui dire, écoute, en quelque sorte, je suis là en cas de problème. Si ça se passe mal, tu sais que tu peux venir m'en parler, mais sans décrocher. Comment vous, dans votre langage de psy, vous pouvez faire passer le message? Mais on fait exactement ce que vous avez dit. Alors en fait, c'est exactement ça. Pour nous, l'enfant, c'est pas un être complètement immature qui ne comprend rien. Nous, les psychologues, on va du principe qu'un enfant, même un bébé, comprend, même quand il n'a pas encore acquis le langage. Donc un enfant, on lui parle. Je suis là, je suis ta maman, ton papa, je suis là pour t'accompagner. S'il y a un souci, tu m'en parles. Mais après, il ne faut pas être dans le jugement. Parce que si je dis à mon enfant, oui, je suis là pour t'écouter, et dès qu'il s'exprime ou qu'il exprime quelque chose qui va mal, on est là à juger, non, il ne fallait pas faire ceci, il ne fallait pas faire comme ça, etc. On est dans le jugement. Tout de suite, l'enfant ne parle plus. Il faut accueillir. Il faut être en mesure d'être dans l'écoute, dans la compréhension, et moins parler, j'allais dire. Mais d'accord. Alors là, on ouvre une parenthèse. Mais justement, quand mon enfant vient me dire, par exemple, je veux plus je veux plus aller en cours de danse. D'accord, très bien. Mais en début d'année, tu as insisté, on t'a inscrite, très bien. Non, mais là, ça m'intéresse plus. Pourquoi? Et il n'y a pas d'explication qui est donnée. Est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enfant est incapable de fournir une explication, qu'il ne veut pas, qu'il n'a pas confiance? Qu'est-ce qui se cache derrière? Je vais donner la parole à Hind Bouamad. Je pense que là, premièrement, il faut demander à l'enfant et puis surtout, il faut essayer de se renseigner, aller justement voir le prof qui fait cette activité-là pour voir un petit peu aussi dans quel cadre et comment l'enfant est pendant ses cours, ses activités, et puis surtout aussi attendre aussi, c'est-à-dire qu'il ne faut pas arrêter à la première demande. Il faut l'écouter, il faut l'entendre, mais il ne faut pas, voilà. Le parent doit favoriser la curiosité de l'enfant, mais il faut aussi qu'il lui apprenne à faire des choix et surtout à s'y tenir. Il a fait un choix, à moins vraiment d'être dans un environnement où agressif, où on est violent envers lui à la fois verbalement ou même parfois physiquement. Il faut aussi quand même laisser un petit peu le temps pour l'enfant parce que ça peut juste, il a pas bien joué ce jour-là, donc il a envie d'arrêter. Donc il faut aussi voir cette demande-là dans le temps pour voir s'il y a une évolution. Et à ce moment-là, effectivement, si la demande est récurrente,
À ce moment-là, effectivement, il faut passer à autre chose. Alors justement, on parle beaucoup du rôle des parents, mais pour le système de valeurs dont vous avez parlé tout à l'heure, Dr Jamal Sofer, est-ce que c'est le rôle des parents de l'inculquer à l'enfant, le système de valeurs à travers l'activité sportive, ou c'est aussi le rôle de l'entraîneur, de l'encadrant sportif? Les deux. C'est très simple. La première école de l'enfant, c'est les parents. C'est tout à fait normal quand un père ou une maman ils sont intègres, l'enfant il grandit dans cette valeur. Quand ils sont sincères, c'est tout à fait normal. Mais aussi, il y a un rôle très important que doit avoir le coach sportif ou l'encadrant. C'est pour ça d'ailleurs qu'il doit y avoir impérativement un contact entre le parent et le coach sportif, ou encore le maître, ou encore l'éducateur physique. Alors, à quel rythme? Pour que l'enfant ne sente pas que c'est une surveillance des parents, à quel rythme vous conseillez, par exemple, aux parents d'aller discuter avec l'encadrant sportif? Déjà, impérativement, il doit y avoir une première entrevue avec le coach, c'est-à-dire avant même l'inscription. C'est impératif pour comprendre un petit peu dans quel sens il va la pédagogie du coach ou encore la pédagogie de tout le club. Alors maintenant le père ou la maman, pour qu'ils soient proches de leur enfant, il faut impérativement aussi qu'ils fassent des petites visites, pas surprises, mais je dirais programmées par rapport aux parents. Et là, c'est en ce moment-là que nous allons essayer encore une fois de lire l'expression de l'enfant. Il y a un enfant qui voit son papa ou sa maman, il commence à se cacher un petit peu. Il y a un enfant qui commence vraiment à donner de la lumière. Et donc là, on comprend l'intérêt. Alors, soit que je vais me rapprocher directement parce que je sais qu'il est qu'il est heureux, il est content, il est en train de nous montrer ses compétences, ses dribbles, ses techniques, etc. Soit il commence à se cacher derrière ses copains. Alors pour vous, en tant que spécialiste, un enfant qui a envie de décrocher, qu'est-ce qu'il essaie de nous dire? Alors, décrocher ou changer? Décrocher peut-être pour changer. Exact. Moi, je lui donne le droit. Moi, je lui dis OK. Mais jusqu'à quand? Parce que certains parents nous disent, mon enfant décroche constamment et veut constamment changer. D'accord. Alors, avant de décrocher, comme je viens de dire, il faut impérativement parler un petit peu au coach, parce que il y a des interférences. Il y a l'environnement global. Il y a le club en tant qu'aménagement. Il y a le club en tant que couleur. Il y a le coach en tant que comportement. Il y a le coach en tant que sourire. Il y a le coach en tant qu'ouverture. Il y a la personne qui va accueillir l'enfant. C'est un ensemble d'interférences. Vous savez que parfois, juste parce que l'enfant n'a pas réussi un dribble, qu'il dit à son papa, mais je ne veux plus rester ici. Donc là, c'est pour ça que j'ai parlé d'accompagnement. L'accompagnement, ce n'est pas la surveillance. L'accompagnement, c'est juste rester à l'écoute de son enfant, peut-être un peu loin, mais rester à l'écoute de son enfant. Il n'y a pas de mal si l'enfant veut changer. Vous savez, chacun de nous a des caractéristiques, des spontanéités, je dirais. Il y a des gens qui parlent de manière ouverte, donc on peut les mettre dans des sports comme le basket, comme il y a de grands mouvements. Et il y a des enfants qui parlent avec des gestes qui sont courts. Donc ces enfants qui sont... Je dis ça juste un petit exemple parce que c'est hyper Non, mais c'est grand. important ce que vous dites parce que justement ça nous ramène à la question, quel sport pour quel profil d'enfant? D'accord. Pour un enfant timide, par exemple, qu'est-ce que vous conseillez? Certainement, c'est un sport qui soit collectif. Mais à condition que le coach soit compétent de sorte à ce qu'il puisse l'intégrer dans son groupe. Donc en fait, non seulement on choisit le sport, mais on choisit aussi le coach. Et ça, c'est un petit peu délicat. C'est un peu délicat, mais ça se fait. Mais ça se fait. Si ça se fait pas, ça doit se faire. Alors comment repérer que c'est un bon coach? Vous savez, le côté pédagogique, quand on parle à quelqu'un, on peut, en tant que parent, je pense qu'on peut savoir s'il y a une logique. Aujourd'hui, mon enfant, il a 7 ans, je l'inscris dans un club. Ben, s'il n'y a pas plus normal que d'aller parler un petit peu pédagogie du coach. Comment vous allez faire pour apprendre une technique quelque part à mon enfant? Quels sont les moyens à utiliser? vous pouvez discuter de ça, vous êtes coach sportif. Nous, on n'a pas la compétence nécessaire, on n'a pas les informations nécessaires pour savoir comment... La pédagogie, elle est universelle, elle est transversale, la pédagogie. Si je suis enseignant à l'université, je vais utiliser pratiquement, je parle de la pédagogie, pas le langage. Il faut s'approcher, il faut écouter, il faut voir, il faut pratiquer de l'empathie aussi. Et puis par la suite, on va mettre en place un système pédagogique qui est lié à l'entraînement, qui va nous permettre d'avoir un enfant qui est équilibré, un tempérament équilibré, peut-être performant par la suite, pourquoi pas. Alors Rita El Ami, est-ce qu'il faut à un moment ou à un autre se dire, bon, quand même, je consulte pour mon enfant parce qu'il change constamment d'avis? Est-ce qu'au bout d'un moment, il faut quand même tirer la sonnette d'alarme? Alors, je dirais consulter, oui, mais pas parce que l'enfant veut changer d'activité,
parce que là, il est, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans un cadre normal. Mais trop changer Voilà, d'activité. justement. Maintenant, il y a une précision qui est importante, on n'en a pas parlé, c'est que les enfants d'aujourd'hui sont des enfants qui ont été éduqués principalement avec un principe de plaisir immédiat. C'est-à-dire que l'enfant, il veut tout de suite. Par exemple, il est devant un magasin de jouets, il a vu, si cette petite fille, elle a vu une poupée, elle la veut tout de suite. L'éducation actuelle fait que les enfants ne sont pas ou sont moins dans le plaisir différé. Alors, ces enfants-là, cette catégorie d'enfants-là, quand ils sont dans une salle de sport, etc., ils ont du mal parce qu'ils veulent, ils veulent tout de suite avoir du résultat sans faire d'efforts. Ils veulent tout de suite ne pas se fatiguer. Et c'est des enfants, effectivement, comme vous dites, qui vont beaucoup décrocher. Alors là, c'est pas tous les enfants de 2016, du 21e siècle. Je dirais c'est beaucoup d'enfants, Bon. mais là, c'est pas d'un thérapeute qu'on a besoin. C'est tout simplement, c'est revoir l'éducation qu'on donne à l'enfant. C'est plutôt ça. C'est se remettre en question en tant que parent. En tant que parent, et donc faire comprendre que les choses viennent progressivement. Et ça, le sport est un véritable vecteur de ce type de valeurs. Alors comment vous, en tant que professionnel du sport, Dr Jamal Sofer, vous pouvez expliquer ça aux enfants qui nous regardent aujourd'hui? Alors c'est très simple. Pour arriver à un objectif, il y a un certain nombre d'étapes à franchir, à faire. Aujourd'hui, j'ai Je suis une enfant de 7 ans. D'accord. Je suis une petite fille de... Je suis une enfant de 7 ans. Donc, comment vous pouvez m'expliquer? Très bien, j'ai envie de m'inscrire, de commencer du tennis, mais que je ne vais pas taper la balle comme ce que j'ai vu dans le dernier dessin animé. Il faut faire comprendre à l'enfant que vous n'allez pas commencer par taper la balle. Vous allez commencer par caresser la balle avec votre raquette. Et puis par la suite, tapoter sur la balle. Peut-être reprendre les mêmes mots des parents, tapoter, caresser, câliner. Et puis par la suite, c'est comme ça que la petite fille de 7 ans que vous êtes va commencer à se dire, mais oui, ça c'est important. Elle retrouve son cadre de référence avec les parents. Et c'est comme ça qu'après, c'est la découverte. Après, c'est le sens de l'objectif. Après, c'est le système de valeurs qui est hyper immense, qui va permettre à l'enfant de progresser correctement. Alors, une question importante, quels sont peut-être les mauvais sports pour les enfants, pour leur squelette, pour Excusez-moi, les mauvais sports. D'accord, les mauvais sports. Est-ce qu'il y en a pour les enfants? Pour les enfants avant de 7 ans, il y a des sports qui sont de toutes les manières. Même de 7 ans, par exemple, on voit certains ados se mettre à la musculation. C'est bon, c'est pas bon. Mais écoutez, la musculation, il faut comprendre une chose, c'est que la musculation, ce n'est pas le bodybuilding. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Vous savez, les joueurs olympiques, les champions olympiques, aussi jeunes qu'ils soient, mais ils font de la musculation. Mais c'est bien encadré. Mais justement, donc le problème, il n'est pas dans la musculation elle-même, il est dans l'encadrement. Il y a un pourcentage d'intensité qu'il faut respecter. Et vous savez, c'est très simple. Quand est-ce que le corps il réagit? Quand il est demandeur. Quand est-ce qu'il fixe? Quand il est demandeur. Comment on va faire pour le rendre demandeur? Il faut lui faire de l'activité physique. Il faut faire un peu de pression dans les règles de l'art pour que le muscle soit demandeur. Pour qu'il fixe les bons aliments en quantité correcte et qu'il puisse les utiliser correctement. L'alimentation, on va clôturer par ce point en fin d'émission, surtout pour les enfants qui ont envie de vous ressembler en termes de muscles et qui n'ont pas envie de prendre leur petit déjeuner le matin. Donc vous allez leur passer un message dans un petit moment, mais juste avant peut-être revenir avec vous, mesdames, sur la problématique de la pression de la part des parents et de la projection. Rita Alami. Beaucoup de parents, justement, mettent de la pression sur leurs enfants parce que derrière, il y a une histoire personnelle, parce que derrière, il y a un effet de projection sur ses propres enfants. Exact. Alors déjà, chaque parent, que ce soit le papa ou la maman, va inconsciemment donner une éducation à son enfant à partir de sa propre histoire. À partir de là, chacun de nous, et à travers toutes les bonnes et les mauvaises choses qu'on a connues dans notre vie, on va vouloir transmettre certaines choses à nos enfants. Pour les activités extrascolaires, si, par exemple, on a une maman qui, jeune, a toujours rêvé de faire de la danse et qu'elle n'a pas pu en faire pour une raison ou pour une autre, elle va projeter son désir consciemment et inconsciemment sur l'enfant et faire en sorte à ce que absolument l'enfant réussisse dans cette activité-là précisément. C'est un investissement narcissique très important qui fait que quand l'enfant décroche, on a des crises de colère, des fois qui peuvent paraître absolument incompréhensibles de la part des parents. Mais c'est vraiment de la projection pure et dure. Hind Bouamar, vous voulez compléter?
Elle a à peu près tout dit, c'est effectivement ça. Quand on oblige un enfant à faire quelque chose, il arrivera forcément un moment ou un autre où il va abandonner. Et donc là, effectivement, déjà, cet abandon peut être vécu comme un échec pour l'enfant et ça peut entraîner justement beaucoup de conflits entre les parents et l'enfant. Donc vraiment. Mais les parents est-ce qu'ils sont conscients de ce système de projection ou c'est complètement inconscient comme démarche? Ça dépend. Ça dépend. Il y a des parents qui... Généralement, c'est pas vraiment une conscience. Ils sont pas là à dire, voilà, moi, j'ai pas réussi, mais voilà, généralement, il y a toujours un peu une part d'inconscient où ils disent, mais moi, quand même, j'ai eu ces capacités-là, donc mon enfant, il peut y arriver aussi. J'ai des conseils à lui donner, donc avec ces conseils-là, ce que moi, j'ai pas réussi à faire, ben, je vais conseiller mon enfant pour que lui réussisse. Si l'enfant, lui aussi, a cette passion-là, ben, tout se passe bien. Mais si l'enfant n'aime pas du tout cette activité, ben, on peut vraiment entrer en conflit. Et surtout arriver à l'abandon de l'activité à un moment ou à un autre. Et ça crée des cassures familiales complètement. Absolument. Alors pour finir, Dr Jamal Sofekh, vous êtes coach sportif, vous êtes également nutritionniste. On va profiter de cette étiquette aussi pour conclure l'émission d'aujourd'hui. On parle d'activité extrascolaire. On a consacré une bonne partie de l'émission au sport, à la pratique sportive, mais pas de bonne pratique sportive sans une bonne alimentation. Et on sait que les enfants sont, à cet âge-là, un petit peu des activités entre 7 ans, 10 ans, 11 ans, sont un petit peu sont un petit peu contre la bonne alimentation. Exact. Alors, c'est un message que j'ai adressé directement aux enfants qui nous regardent, mais aussi aux parents. Vous savez, pour être fort, il faut bien manger. Pour être résistant, il faut bien manger, notamment le petit déjeuner qu'il ne faut jamais rater. Un bon petit déjeuner, c'est quoi? Alors, un bon petit déjeuner, c'est un déjeuner qui est complet. C'est-à-dire, il y a des hydrates de carbone, des sucres qui sont complexes. Et on les trouve où? Le pain, par exemple, le pain complet. Des sucres qui sont rapides, le miel par exemple, des lipides qui sont bien, genre l'huile d'olive, des protéines aussi. Les enfants, ils n'aiment pas trop l'huile d'olive. Par contre, on peut remplacer. On peut remplacer par du fromage où il y a des lipides aussi. Du beurre? Du beurre, oui, mais écoutez, vous savez, il est important de voir la quantité utilisée. Du beurre, oui, pourquoi pas, mais il ne faut pas en abuser. D'accord. D'accord. Du fromage aussi, on peut l'utiliser, il n'y a pas de souci pour l'enfant. Mais à côté de cela, il faut aussi les produits laitiers parce que c'est important. Ils sont riches en protéines et les protéines, on en a besoin pour en faire les muscles. Les collations avant l'activité sportive, c'est important, un petit goûter avant? Avant ou après? Pas carrément, parce qu'en fait, pas carrément un goûter, je dirais comme vous venez de dire, un petit goûter, oui, c'est juste pour donner un petit peu de l'énergie pour l'enfant sous forme d'hydrates de carbone, sous forme de sucres qui sont là. Alors souvent, pardon de vous interrompre rapidement, souvent on emmène les enfants de l'école vers l'activité physique et donc dans la voiture, il y a un petit biscuit, un petit yaourt. Est-ce que c'est bon? C'est plutôt un fruit que vous conseillerez? C'est surtout un fruit parce que le fruit il est riche en sucre, c'est des sucres qui sont naturels et donc ils vont fournir un petit peu l'énergie nécessaire pour faire un bon cours. Eh bien, merci pour toute l'énergie dispensée ce matin sur le plateau d'On se dit tout. Merci beaucoup, Dr Jamal Sofekh. Vous êtes coach sportif et nutritionniste. Hind Bouamar, vous êtes neuropsychologue à Casablanca. Et Rita Alami, vous êtes psychologue clinicienne à Casablanca également. Merci pour votre présence. À bientôt sur Médiane TV. Très bonne suite des programmes. Merci pour votre fidélité et un grand merci à toute l'équipe qui m'a aidé à réaliser cette émission.